Elon Musk signe un accord massif de calcul avec une entreprise qu'il qualifiait auparavant de maléfique. D'anciens dirigeants d'OpenAI se retournent contre Sam Altman devant le tribunal fédéral. Et les agents d'IA reçoivent officiellement leur propre carte de crédit d'entreprise. Bienvenue dans le résumé quotidien. Je suis votre hôte Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique des alliances improbables de l'industrie de l'IA ce jeudi 7 mai 2026. Alors que les contraintes physiques de la course à l'IA se resserrent, des rivaux acharnés sont contraints de former des alliances inattendues. Dans un revirement spectaculaire, SpaceX, dirigé par Elon Musk, a loué son immense centre de données Colossus à Anthropic, armant ainsi le plus grand concurrent d'OpenAI avec suffisamment de puissance de calcul pour doubler instantanément ses limites d'utilisation. Pendant ce temps, à l'intérieur d'OpenAI, les fractures internes se jouent sur la place publique. Dans une déposition vidéo pour le procès fédéral en cours, l'ancienne directrice de la technologie Mira Murati a témoigné que le PDG Sam Altman lui a menti au sujet des examens de sécurité des modèles et a intentionnellement monté les cadres les uns contre les autres. Sur le front économique, l'offensive dans la finance d'entreprise s'accélère. Des agents d'IA sont désormais déployés à travers Wall Street pour examiner les valorisations, et Amazon vient d'accorder à ses systèmes autonomes la capacité de traiter eux-mêmes des microtransactions financières. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne Dejamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. C'est une action totalement gratuite qui ne prend qu'une seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche indépendante. Démêlons ensemble cette journée. Bah voilà, imaginez un instant confier une carte bancaire d'entreprise, genre une carte sans aucun plafond de dépenses, à un assistant ultra zélé. Hmm, L'angoisse totale. Ouais, l'angoisse, l'anque. Un assistant numérique qui serait capable de lire et de digérer 10 000 rapports de recherche payants en une seule seconde. Et surtout, un assistant qui peut franchir des milliers de payages numériques sans, tu sais, sans jamais ressentir la moindre douleur psychologique au moment de payer. Ouais, la fameuse friction du paiement n'existe plus pour lui, quoi. C'est ça. Eh bien, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, en ce 7 mai 2026, il faut savoir que ce scénario, il a officiellement cessé d'être de la science-fiction. Et c'est vraiment un changement de paradigme vertigineux. L'industrie a passé des années à concevoir l'intelligence artificielle comme un simple outil de consultation, tu vois. Un gros moteur de recherche glorifié en gros. Totalement. Mais aujourd'hui, elle devient un véritable acteur économique autonome. Et le but de notre exploration en profondeur du jour, c'est de faire une vraie autopsie stratégique et financière de cette actualité. Ouais, parce qu'il y a de quoi faire. Si on regarde la pile de rapports d'entreprise, les témoignages juridiques et les mouvements de marché qu'on a sur notre bureau, là, on découvre une industrie qui est complètement tiraillée par des forces physiques et économiques juste colossales. Absolument. Le grand thème qui ressort de toutes nos sources aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler les alliances improbables de la mise à l'échelle. C'est joliment dit. Merci. D'un côté, on a cette dure réalité de l'énergie et des pénuries matérielles qui forcent des rivaux acharnés à s'allier d'une manière complètement inattendue. Et de l'autre, cette pression titanesque, elle fait carrément imploser les alliances internes historiques. Ouais, c'est clinique. La Silicon Valley adore faire des grands discours sur le bien de l'humanité, l'altruisme, etc. Mais les chiffres macroéconomiques qu'on va disséquer aujourd'hui racontent une histoire beaucoup plus froide. Une histoire dictée par la pure thermodynamique. Ouais, c'est le capital et les serveurs qui parlent, quoi. C'est exactement ça. Les drames personnels des dirigeants, ça s'évapore face à la brutalité du capital. L'infrastructure physique dicte la géopolitique maintenant. Bon, décortiquons tout ça parce que y a un titre ce matin dans nos sources qui m'a complètement déconcerté. Le fameux accord, je parie, changement de nom récent. Mais attends, il y a quelques mois à peine, Elon Musk traitait publiquement Anthropic de misanthropique. Il disait qu'ils étaient maléfiques et que c'était, je cite, l'ennemi de la civilisation occidentale. Et là, boum, il leur donne les clés de son plus grand centre de données.
C'est comme si Batman s'associait au Joker juste parce qu'il n'arrive plus à payer la facture d'électricité de Gotham. C'est fou. C'est une excellente analogie. C'est exactement là que l'échelle des besoins efface complètement les rancœurs personnelles. Ce qui est fascinant ici, c'est l'ampleur du truc. SpaceX AI loue à Anthropic l'accès à ce qu'ils appellent Colossus 1. Et c'est quoi concrètement Colossus 1? C'est un supercluster situé à Memphis. Pour te donner une idée de la taille, ça consomme plus de 300 mégawatts d'électricité et ça abrite plus de 220 000 processeurs graphiques NVIDIA. Attends, 220 000 GPU? C'est monstrueux. C'est la plus grosse concentration de puissance de calcul au monde. Musk a bien essayé de justifier ça sur X, en disant qu'il louait cette puissance à ceux qui agissent pour le bien de l'humanité. Ah bah tiens, le discours a vite changé. Ah oui, la pirouette est belle. Mais la réalité mécanique, elle est purement financière. SpaceX a un besoin viscéral de rentabiliser les milliards investis dans Colossus 1. Pourquoi? Pour pouvoir financer Colossus 2, qui lui vise carrément le gigawatt de puissance. D'accord. Et du côté d'Anthropic, j'imagine qu'ils sont tellement assoiffés de puissance de calcul qu'ils avalent leur fierté. Donc pour les abonnements pro, Max et Team. Et surtout, j'ai vu que ça augmentait massivement les limites de leur API. Voilà. Pour expliquer simplement à l'audience, une limite d'API, c'est comme le diamètre d'un tuyau d'eau. Si trop d'entreprises essaient de se connecter à l'IA en même temps, le tuyau sature, le débit chute et le service plante. Ouais, ça devient inutilisable pendant les heures de pointe. C'est ça. Louer Colossus 1, c'est comme remplacer un tuyau d'arrosage par un aqueduc romain. Ça supprime les goulots d'étranglement. C'est vraiment la physique de l'approvisionnement qui écrase la rivalité corporative, quoi. Mais Anthropic ne s'arrête pas là, si j'en crois les fuites de The Information. Non, en effet. Ils ont aussi sécurisé un accord monstrueux avec Google Cloud. On parle de 200 milliards de dollars pour s'assurer 5 gigawatts d'énergie sur les 5 prochaines années. 5 gigawatts, c'est juste absurde comme chiffre. C'est la consommation cumulée de plusieurs très grandes villes. Tout ça juste pour faire tourner des modèles mathématiques? C'est l'échelle dont on parle aujourd'hui. Mais ce qui me choque, c'est que ces besoins délirants en matériel, ça finit par avoir un impact très direct sur le monde réel, genre sur ce qu'on achète. Regarde le rapport de Tim Kulpan sur Apple aujourd'hui. Ah oui, l'histoire du MacBook Neo. Très révélateur. Voilà. Apple envisage tout simplement d'abandonner son projet de MacBook Neo. C'était censé être un ordinateur d'entrée de gamme à 599 $ avec 256 Go. Ou alors, ils vont devoir gonfler le prix de base de 100 $. Et le mécanisme derrière ça, c'est le parfait exemple de la violence de la chaîne d'approvisionnement. Le nœud du problème, il se trouve chez TSMC, le fabricant de puces à Taïwan. Ouais, le goulot d'étranglement mondial en fait. En ce moment, toute l'industrie s'entretue pour obtenir des puces gravées en 3 nanomètres. Et pour être clair, 3 nanomètres, pourquoi c'est si crucial? Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Plus c'est petit, plus tu peux entasser de transistors sur une même puce. Donc, elle est beaucoup plus puissante et elle chauffe moins. C'est vital pour l'IA. D'accord. Sauf que, il n'y a qu'une ou deux usines sur Terre capables de faire ça. Et l'usine 3 nanomètres de TSMC est totalement saturée par les commandes liées à l'IA. Apple avait commandé 10 millions d'unités de sa puce A18 Pro pour ce petit Mac abordable. Sauf que face aux marges gigantesques que font les fabricants sur les puces de serveurs pour l'IA, les capacités de production sont siphonnées. C'est ça, les puces serveurs rapportent beaucoup plus à TSMC que les puces d'un ordinateur étudiant. Donc l'étudiant va devoir payer son Mac 100 $ de plus. C'est la loi de la rareté appliquée au silicium. C'est un pur dommage collatéral. Donc voilà, cette pression insoutenable force des ennemis extérieurs à collaborer, on l'a vu, mais le pire, c'est que ça produit l'effet inverse à l'intérieur même des boîtes. La gouvernance, oui. C'est là que ça devient vraiment intéressant. La course à l'échelle fait exploser les entreprises de l'intérieur. J'ai regardé des extraits du procès en cours qui oppose Elon Musk à Sam Altman et OpenAI. Le témoignage de Mira Murati aujourd'hui. Hein? Le témoignage sous serment est implacable. Elle dresse le portrait d'un management toxique. Elle a déclaré frontalement qu'elle ne faisait plus aucune confiance à Sam Altman. Elle l'accuse carrément de mensonge, non? Oui, spécifiquement sur le contournement du comité de sécurité. C'est un point technique mais fondamental. Attends, on va décortiquer ça pour l'audience. Elle dit qu'Altman lui a assuré que le département juridique avait donné son accord pour déployer un nouveau modèle sans passer par ce fameux comité de sécurité. Ce qui est extrêmement grave dans ce milieu.
Justement, que fait ce comité en temps normal? Ce comité supervise ce qu'on appelle le red teaming. C'est pas juste des gens qui discutent dans un bureau. C'est une équipe d'ingénieurs qui attaque le modèle pour voir s'il va, par exemple, cracher du code malveillant, donner des recettes de bombes ou propager de la désinformation à l'échelle industrielle. Donc c'est le crash test de la voiture avant de la vendre, quoi. Voilà. Et d'après Murati, Altman voulait balancer les poids du modèle directement sur les serveurs de production en esquivant ce test. Elle a eu le bon réflexe d'aller voir l'avocat général, Jason Kwon. Et j'imagine qu'il n'était pas au courant. Kwon a catégoriquement démenti avoir donné le moindre accord. Elle a donc dû forcer Altman à passer par le comité. Mais c'est glaçant, comment le public peut faire confiance à ces entreprises pour construire des espèces de super intelligence sûres quand ils n'arrivent même pas à gérer un protocole de base sans parjure ou coup de poignard dans le dos? Murati a aussi dit qu'Altman dressait les cadres les uns contre les autres pour créer le chaos. Oui, et le conseil d'administration a même noté que ça avait mis OpenAI, je cite, au risque de s'effondrer. D'ailleurs, Hélène Tonner, qui était au conseil, a confirmé que Murati avait peur pour sa carrière, qu'elle craignait de s'exposer. Afraid to stick her neck out, comme elle a dit en anglais. C'est ça. Alors, restons factuels. Ce témoignage, il donne énormément de munitions à Elon Musk, qui essaie de prouver que la direction d'OpenAI n'est pas fiable. Mais un jury qui devra décider si légalement ça constitue le vol d'une association à but non lucratif datant de 2017. Mais attends, le plus ironique, c'est le contraste juridique avec la boîte de Musk. Pendant qu'OpenAI se déchire au tribunal sous les yeux du monde, on a les détails de la future introduction en bourse de SpaceX. Ah oui, l'IPO de SpaceX. Le verrouillage dictatorial. C'est complètement dingue. Les règles qu'ils imposent aux investisseurs, c'est tout sauf une démocratie. Les documents de SpaceX bloquent absolument toute poursuite venant des actionnaires. Tu investis, tu renonces à ton droit à un procès devant jury. Les recours collectifs sont interdits. Même si Musk fait n'importe quoi avec ton argent. Tout doit passer par un arbitrage privé et obligatoire. Et le clou du spectacle, c'est que Musk garde plus de 50% des droits de vote alors qu'il n'a que 42,5% du capital. Il a le pouvoir absolu. Donc, le choix de la tech actuelle, c'est quoi? Soit un Game of Thrones toxique chez OpenAI, soit la monarchie absolue et intouchable chez SpaceX. C'est pas super rassurant, hein? Oh non, mais ça s'explique. On en revient à la section 1, les 5 gigawatts, les 200 milliards de dollars. Ça coûte tellement cher de construire ces infrastructures que ces boîtes doivent prouver leur rentabilité tout de suite, avant d'imploser. Elles doivent trouver de l'argent frais, et beaucoup. Et qui a l'argent? Wall Street. C'est l'offensive financière qu'on voit aujourd'hui. Ah oui, alors là, on plonge dans la finance de pointe. Anthropic vient de lancer des agents financiers Claude, des sortes de robots prêts à l'emploi. Ils sont carrément intégrés à Microsoft 365 pour faire des pitchbooks ou de la vérification KYC. Le KYC, c'est le cœur du réacteur administratif des banques. Pour ceux qui ne sont pas dans la finance, c'est quoi concrètement le KYC et pourquoi une IA le ferait mieux? Know your customer. Connaître son client. C'est le travail légal pour vérifier qu'un client ne blanchit pas d'argent. Ça demande des armées de jeunes analystes pour éplucher des centaines de pages de registres, des statuts d'entreprise. Un travail hyper ingrat, quoi. Et hyper long. Un agent IA peut ingérer des documents juridiques complexes et sortir un rapport de conformité propre en 10 secondes. Et Anthropic n'est pas seul sur le coup. OpenAI s'est associé au cabinet PwC pour faire une espèce de fonction financière native, genre pour gérer la trésorerie ou les impôts des entreprises. Et n'oublions pas Perplexity. Oui, Perplexity qui intègre maintenant des données sous licence de Morningstar et PitchBook. Ils ont sorti 35 flux de travail automatisés exprès pour les analystes financiers. Tara Higginson du cabinet Infotech le dit très bien dans notre source. L'IA financière est enfin devenue utilisable. Ça démocratise l'analyse de très haut niveau. Oui, alors sur le papier, c'est super. Mais moi, j'ai une question un peu provocatrice. Si chaque analyste de Wall Street utilise exactement le même agent Perplexity pour lire exactement les mêmes données Morningstar, mathématiquement, l'avantage concurrentiel s'annule, non? Comment tu fais du profit si tout le marché a la même boule de cristal et reçoit le même conseil d'achat au même moment? Si on relie cela au contexte plus large, c'est le risque systémique par excellence. C'est le danger d'un effondrement boursier algorithmique en chaîne. Un flash crash. Exactement. Si l'IA trouve une opportunité, tout le monde se jette dessus en une fraction de seconde. Le marché devient surpeuplé, hyper réactif et donc extrêmement volatile. C'est effrayant. C'est pour ça que Higginson rappelle que l'humain dans la boucle est essentiel. Dans ce milieu très réglementé, la vraie compétence de l'analyste, ça sera plus de trouver l'info, mais de savoir quand il ne faut surtout pas écouter le modèle.
Sauf que, cet humain dans la boucle, on est doucement en train de le pousser vers la sortie. Et c'est là qu'on revient à mon histoire de carte de crédit du début. Parce que ces agents, ils ne se contentent plus de faire des recommandations à un humain. Ils commencent à effectuer les transactions eux-mêmes. L'économie autonome, oui. C'est l'annonce d'Amazon aujourd'hui. Voilà. Amazon a annoncé Bedrock AgentCore Payments. Mais techniquement, comment c'est possible? L'IA a pas de poche pour y mettre une carte Visa. Non, en fait, les agents IA reçoivent des clés cryptographiques liées à des cartes d'entreprise réelles. Donc, si un agent a besoin de lire un article protégé par un paywall pour finir son analyse, il paye instantanément. Tout seul, sans demander à personne? Sans validation humaine, oui. Ça fluidifie tout. Google fait la même chose. Ils ont fermé leur projet Mariner, qui était expérimental, pour intégrer l'autonavigation directement dans l'agent Gemini et dans Chrome. J'ai aussi vu que Spotify avait sorti un outil qui permet aux agents d'importer tout seuls des podcasts générés par l'IA. Mais ce qui m'a fait tiquer, c'est le rachat de RIP par Kraken. Kraken, la plateforme de crypto-monnaie. Ouais, ils veulent fournir des paiements mondiaux via des stablecoins aux entreprises, mais aussi explicitement aux agents autonomes. C'est logique. Un agent IA ne va pas ouvrir un compte bancaire chez BNP ou Bank of America, tu vois. Maintenant, il n'a pas de numéro de sécu. Voilà. Le stablecoin, c'est une crypto-monnaie indexée sur le dollar ou l'euro qui permet de faire des microtransactions de machine à machine en 1 milliseconde. C'est la monnaie native parfaite pour des agents qui s'achètent des données entre eux. C'est une vraie économie de l'ombre. Et d'ailleurs, pour voir comment ça va se comporter, il y a cette histoire incroyable avec DeepMind. Ils ont investi dans Fenris Creations. Oui, pour utiliser le jeu vidéo EVE Online comme bac à sable. C'est un jeu qui a 23 ans, hein. Mais pourquoi un vieux jeu spatial pour entraîner des intelligences artificielles financières? Parce que EVE Online, c'est pas un jeu de plateau fermé comme les échecs. C'est une économie vivante, hyper cruelle, gérée par des joueurs humains imprévisibles. Il y a de l'inflation, d'espionnage, des faillites. DeepMind va entraîner ses agents à opérer dans une économie chaotique avant de les lâcher dans le vrai monde. Alors, justement, le vrai monde. Parce que pendant que ces modèles obtiennent des cartes de crédit d'entreprise et jouent au loup de Wall Street sur Evenline, les humains qui tenaient ces cartes de crédit, on leur indique gentiment la porte. Le revers de la médaille, les licenciements. L'entreprise allemande d'IA linguistique DeepL vient d'annoncer le licenciement de 25% de ses effectifs. 250 personnes qui perdent leur emploi. Et quand on écoute le PDG, C'est du jargon d'entreprise pur et dur. complètement. Il parle du besoin d'équipe, je cite, plus petite et plus percutante parce que l'IA va vite. Il veut moins de niveau hiérarchique, une agilité native de l'IA. Alors qu'est-ce que tout cela signifie vraiment pour nous? Parce que là, on détruit des emplois de col blanc de manière tout à fait systémique. C'est cynique, mais je vais traduire ce jargon financier pour notre audience. Moins de niveau hiérarchique et agilité, ça veut dire transférer le coût des salaires humains vers la facture d'infrastructure dont on parlait au début. Pour payer les 5 gigawatts de Google et Colossosum. Exactement. DeepL, comme Coinbase ou PayPal récemment, remplace la main-d'œuvre par cette idée d'équipe d'une seule personne dopée à l'IA. Tu vires la classe moyenne pour payer ton abonnement à Anthropic ou OpenAI. Mais 2026, l'image globale est franchement vertigineuse. On est sur une ligne de crête, oui. On vit dans un monde où Musk loue des fermes de serveurs gigantesques à ses pieds rivaux par pure nécessité physique, où les dirigeants d'hier règlent leurs comptes au tribunal en parlant de parjure et de chaos, et où les agents financiers remplacent en masse des équipes humaines entières tout en payant eux-mêmes leurs requêtes API avec de la crypto. Et pour clore cette autopsie, je voudrais injecter une dernière info passée presque inaperçue aujourd'hui. Vas-y, je suis prête. Anthropic a aussi annoncé des Managed Agents, des agents gérés. Tu sais ce qu'ils font? Ils évaluent eux-mêmes leur propre travail. Attends, la machine corrige sa propre copie? Voilà. Ce qui nous laisse sur une réflexion assez sombre. Si les IA de demain s'évaluent elles-mêmes, si elles utilisent des cartes de crédit pour s'acheter des données entre elles, pendant qu'on licencie la classe moyenne au nom de l'agilité, pour qui l'économie humaine fonctionne-t-elle exactement? Waouh, c'est la question à 1 million de dollars. Ou à 1 million de stablecoins, devrais-je dire. On va laisser notre audience méditer là-dessus. C'est tout pour notre exploration en profondeur aujourd'hui. Prenez soin de vous et surtout, restez très attentifs. Cela conclut notre briefing forensique pour le 7 mai. Le signal stratégique d'aujourd'hui est la consolidation du capital. L'industrie de l'IA devient un circuit fermé. Elon Musk loue de la puissance de calcul à ses rivaux. Wall Street déploie des agents pour analyser ses propres investissements. Et Amazon donne à ses agents l'autonomie financière pour payer leurs propres données. Mais à mesure que la technologie évolue,
L'élément humain est agressivement purgé. Entre DeepL, PayPal et Coinbase, le récit est clair. Les entreprises utilisent la promesse de la productivité de l'IA pour aplanir leurs organigrammes et transférer le capital des salaires humains directement vers les grappes de processeurs graphiques. Si vous voulez posséder votre infrastructure au lieu d'être géré par elle, consultez les notes de l'émission pour le AI Executive Toolkit. Et en prime pour notre communauté, nous avons des codes de réduction exclusifs pour Google Workspace et mes applications AI and Machine Learning Tutor Pro. Vous trouverez l'adresse email pour les réclamer directement dans les notes de l'émission ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne Dijamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. Je suis Étienne Noumen. Restez vigilants et continuons à démêler l'avenir.